Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Affaire Constant Moutamba, la Cour de cassation a renvoyé au 23 juillet le procès introductif dans l'affaire opposant l'ancien ministre de la Justice au ministère public. L'audience s'est ouverte ce mercredi à cette cour. Plus de détails dans ce journal. Et puis quelques jours après une première alerte, le ministère de la Santé tire à nouveau la sonnette d'alarme. Le choléra gagne du terrain en République démocratique du Congo avec notamment plus de 33 500 cas ont été recensés depuis janvier dans 14 provinces, dont une trentaine à Kinshasa. Plus de détails également dans ce journal. Et puis après 4 ans de suspension en raison de nombreuses inquiétudes sécuritaires, l'exploitation du projet Mozambique LNG pourrait reprendre d'ici fin 2025. Voilà, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. La Cour de cassation a renvoyé au 23 juillet le procès introductif dans l'affaire opposant l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, au ministère public. L'audience s'est ouverte ce mercredi. L'ex-ministre s'est présenté devant le juge. Constant Moutamba est poursuivi pour détournement présumé de fonds destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani dans la province de la Chopo. Le renvoi de sa comparution intervient à la demande de ses avocats qui souhaitent consulter les dossiers afin de mieux assurer la défense de l'ancien ministre de garde de Sceaux. Patience Lokike et Giscard Tamba étaient sur place pour le compte de Geopolis Télévision. Aussitôt ouvert, le procès opposant le ministère public à l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, a été renvoyé au 23 juillet. Une décision prise par la Cour à la demande de ses avocats qui affirment qu'ils n'ont pas encore accès au dossier physique de leurs clients. Non, en fait, on a commencé à identifier les clients. Comme la loi les prévoit, nous avons sollicité une remise, c'était au mois. Donc nous avions demandé que ça soit au 8 et la Cour a répondu qu'il ne pouvait pas nous accorder ces détails. Il nous a accordé cette remise au 28. Et pourquoi la remise? Parce que les avocats doivent prendre le temps de lire les dossiers de pièces. On a identifié les prévenus. Nous, comme avocats du prévenu, nous sommes rendus compte que c'est un dossier très volumineux. Nous avons sollicité à l'Auguste Cour pour qu'une remise soit accordée afin que les avocats que nous sommes, nous puissions nous imprégner des éléments précis du dossier et préparer nos moyens de défense. Le procès équitable, c'est l'indépendance du juge, mais c'est aussi le respect de la procédure. Il y va des droits fondamentaux, il y va de l'efficacité de ce qui sera fait ici. Constant Moutamba n'a pas été cité régulièrement. Il a été cité par le greffier en chef, alors que c'est le procureur général qui doit lui adresser la citation à prévenir. Avant ces renvois, la Cour a procédé à l'identification des avocats de la défense et de l'accusé, arrivés tardivement devant le juge. Moutamba évoque aurait été bloqué dans les embouteillages. Le procès s'est donc ouvert par la prise de parole du ministère public qui a lu les faits reprochés à l'ancien ministre. Pour rappel, Constant Moutamba est poursuivi pour détournement de plus de 29 millions de dollars, fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani dans la province de la Chopo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et cette information en bref, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué ce mercredi une visite d'infrastructures rénovées de l'Université pédagogique nationale et le nouveau complexe sportif universitaire en compagnie de la première ministre Judith Suminwa et des membres du comité de gestion de cette institution universitaire à Kinshasa.
Et bonne nouvelle pour tous les requérants de passeports biométriques ayant introduit la demande avant le 5 juin 2025. L'impression de leurs documents a débuté ce 9 juillet. C'est ce qu'a annoncé le communiqué du ministère de l'Affaires étrangères publié ce même mercredi. Cette opération concerne dans un premier temps le requérant ayant déjà effectué la capture de leurs données biométriques dans l'ancien système. Patience Lokeke. Dans un communiqué publié ce mercredi 9 juillet, le ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie informe les citoyens ayant introduit une demande de passeport avant le 5 juin 2025, date d'entrée en vigueur de la réforme du système, que l'impression de leurs documents a débuté ce 9 juillet 2025. Selon le communiqué, cette opération concerne dans un premier temps le requérant ayant déjà effectué la capture de leurs données biométriques dans l'ancien système. Un premier lot important est actuellement en cours d'impression. À partir du 10 juillet 2025, les personnes concernées seront contactées individuellement afin de retirer leurs documents dans la localité concernée. S'agissant des requérants qui attendaient encore leur capture biométrique avant la réforme, des instructions précises leur seront transmises dans les tout prochains jours afin de permettre leur intégration dans le nouveau système. En ce qui concerne le poste diplomatique et consulaire ainsi que le province, ceux-ci seront progressivement activés dans les semaines à venir et les dates de démarrage seront annoncées au fur et à mesure. Le ministère tient à rassurer tous les requérants, aucune demande ne sera ignorée. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un traitement rapide, équitable et transparent, conformément aux engagements pris dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Le ministère remercie les citoyens pour leur patience et leur confiance et les encourage à suivre les prochaines communications officielles et à se rapprocher de postes diplomatiques en cas de besoin d'assistance. Et je l'ai annoncé tantôt, quelques jours après la première alerte, le ministère de la Santé tire à nouveau la sonnette d'alarme. Le choléra gagne du terrain en RDC avec une flambée inquiétante à Kinshasa depuis fin avril. Plus de 33 500 cas ont été recensés depuis janvier dans 14 provinces, dont une trentaine à Kinshasa, avec un taux de létalité de 2,1%, alors que les zones les plus vulnérables sont les plus touchées. La riposte s'organise dans l'urgence. Point sur la situation avec Rachel Missenga. Quelques jours à peine après une première alerte émise par les ministères provinciaux de la Santé, le ministère national revient avec un nouveau communiqué, plus préoccupant cette fois. Le choléra se propage à grande vitesse dans les pays avec une résurgence particulière marquée à Kinshasa depuis fin avril 2025. Depuis janvier, 33 519 cas ont été enregistrés dans 35 zones de santé réparties sur 14 provinces avec un taux de létalité de 2,1%. Pour la seule semaine du 23 au 29 juin, 1516 cas et 49 décès ont été rapportés. De nombreux décès surviennent encore au sein de communautés faute d'un accès rapide aux soins. Face à cette situation, une riposte multisectorielle d'urgence a été déclenchée sous la coordination du Centre des opérations d'urgence des santé publique en collaboration avec le partenaire du gouvernement. Le choléra se transmet par l'eau ou les aliments contaminés et peut entraîner une déshydratation sévère, parfois mortelle, si la prise en charge médicale n'est pas immédiate. Pour limiter les risques de contamination, les ministères recommandent notamment de se laver régulièrement les mains à l'eau propre et au savon, de ne boire que de l'eau bouillie ou traitée, d'éviter les aliments crus ou mal cuits vendus à l'air libre et de se rendre sans délai dans un centre de santé en cas de diarrhée ou de vomissement. Les soins sont gratuits et les cas suspects peuvent être signalés au numéro 151. Si la République démocratique du Congo est reconnue pour son efficacité dans la gestion des épidémies, la multiplication des crises sanitaires en cours soulève des inquiétudes. Le pays fait face à plusieurs urgences simultanées et sans un contrôle rapide de certaines d'entre elles. La pression sur les systèmes de santé risque de devenir difficilement soutenable à long terme.
La table ronde sur la conservation de la biodiversité au bénéfice de communautés locales et de peuples autochtones se sont clôturées mardi à Kinshasa, initiées par la Fondation Zo d'Anvers. Ces assises ont permis de formuler des recommandations susceptibles d'améliorer la gestion de la biodiversité en partant de l'exemple Crédit Bonobo expérimenté à Lomako Yokokala dans la province de la Chuapa par l'AZF. José Junior Ouawa et Giscard Tamba étaient sur place. Lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en personne le 5 juillet dernier, les travaux de la table ronde sur la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice de communautés locales et de peuples autochtones initiés par la Fondation Zo d'Anvers ont réuni plusieurs experts du domaine qui ont partagé leurs expériences avec comme objectif donner les éléments de la définition d'un cadre réglementaire favorisant l'encadrement et le financement innovant de projets liés à la conservation de la biodiversité. Partant de l'exemple Crédit Bonobo qui devient aujourd'hui un cas d'école, à ce jour dans la contrée de l'Isoko, les experts sont unanimes pour la duplication de ce programme à travers le pays. Mise en œuvre d'une gestion durable de la faune fondée sur la participation communautaire, programme paiement des services environnementaux et conservation, suivi communautaire de l'évaluation de la faune sauvage dans les CFC et us et coutumes et la conservation communautaire des bonobos. Une exhortation prise au sérieux par le ministre d'État à l'environnement et développement durable. Protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Protéger la République démocratique du Congo, c'est sauver l'humanité, car nous sommes aujourd'hui pays solution face aux enjeux du climat. Pour le professeur Valentin Omasombo, coordonnateur pays de l'AZF, la table ronde a mis en évidence la détermination de la communauté dans son ensemble à poser des bases pour une conservation de la biodiversité profitable à tous. L'étape suivante en ce moment, c'est d'abord de mettre en place les groupes de travail volontaires qui vont continuer à travailler pour mûrir l'esprit et essayer de modeler les crédits bonobo de telle sorte qu'on peut vendre cette idée de crédits bonobo au niveau de la communauté internationale et des différentes réunions internationales. La deuxième chose, c'est qu'il faut une feuille de route et c'est la feuille de route que nous avons commencé. Nous devons la finir. C'est sur base de cette feuille de route-là qu'on va commencer à mettre en œuvre le projet. Même optimisme pour la coopération allemande qui a contribué à la mise en œuvre de cette table ronde. Il faut rappeler que l'expérience de l'Isoko a permis à l'AZF de suivre une trentaine de bonobos habitant dans les 30 sur 300 km² de la contrée en rémunérant les communautés via des projets d'intérêt commun jusqu'à 15 000 $ américains l'an en raison de 50 $ par bonobo. Et puis en marge de la journée internationale du Swahili, l'une de 4 langues en République démocratique du Congo, célébrée chaque 7 juillet, plusieurs réflexions incitent à des réformes afin de mieux valoriser cette langue, la plus parlée en République démocratique du Congo. Parmi les langues nationales, Roger Mo Obengi, écrivain habitant à Kinshasa, plaide pour que le Swahili soit intégré dans les systèmes éducatifs congolais pour renforcer son usage et son prestige. L'écrivain souligne le rôle du Swahili dans la promotion de l'identité culturelle et de l'unité régionale. Jinende. L'écrivain est convaincu. Pour lui, le Swahili est l'un des instruments d'intégration régionale et d'affirmation culturelle. La langue swahili devait être Kiswahili, introduite dans le système éducatif en RDC, d'abord comme un système de communication, mais aussi de valorisation identitaire. Introduire les Swahili dans les systèmes éducatifs congolais me semble être une démarche à la fois judicieuse et profondément bénéfique. Et cette langue, parlée par une large partie de la population, permettrait aux enfants d'apprendre dans un cadre linguistique familier, vous voyez, qui va favoriser une meilleure compréhension et une assimilation plus naturelle des savoirs. Parce que là, les enfants seront dans leur zone de confort. Ils seront en train d'être enseignés dans une langue
qu'ils manipulent très bien, dans une langue qu'ils comprennent très bien. Alors au-delà de l'aspect pédagogique, je l'affirme bien, c'est aussi un acte de valorisation culturelle et d'affirmation identitaire, comme je l'ai si bien dit dès l'entame. Le Swahili est une langue nationale parmi les 4 langues que nous avons, notamment Lingala, elle-même Swahili, Kikongo et Chiluba. Les Swahili est un pont linguistique entre plusieurs peuples d'Afrique de l'Est. Alors, cette langue, une fois introduite dans le système éducatif congolais, à mon humble avis, peut devenir un véritable levier d'intégration régionale, qu'il ne s'agira pas simplement d'enseigner une langue, mais de renforcer les racines, d'unir les esprits et d'ouvrir les horizons. Ayant foi en notre identité culturelle. Comme lui, ils sont plusieurs ceux qui souhaitent mettre en valeur cette langue. En effet, le Swahili est la langue la plus parlée en RDC parmi les langues nationales. 40% des Congolais sont locuteurs de cet idiome. De l'est de la RDC au sud, en passant par le nord-est, voire le centre du pays, cette langue a gagné des locuteurs. Malgré son importance, le Kiswahili reste peu utilisé dans la littérature en RDC et le temps consacré à son enseignement dans le système éducatif est limité à des zones géographiques. Il convient de noter que le Kiswahili est l'une des langues les plus parlées de la famille bantou et la plus utilisée en Afrique subsaharienne. Avec plus de 200 millions de locuteurs, elle fait partie des 10 langues les plus parlées au monde. En tant que langue véhiculaire dans de nombreux pays d'Afrique orientale, centrale et australe, ainsi que certaines régions du Moyen-Orient, le Kiswahili est également enseigné dans les principales universités et écoles supérieures à travers le monde. Et dans les domaines sportifs à présent, les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont rendez-vous avec leur destin dans cette Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024 tout à l'heure au stade olympique de Rabat devant le Lyon de la classe du Maroc. Sous le coup donc de 20h, le Fauve s'attendent à aborder leur deuxième sortie d'une autre manière, question de soigner leur débâcle face au Sénégal en première journée. Suivez. Ce 9 juillet à 20h, le Léopard Dames dispute un match capital contre le Maroc, pays hôte de la compétition. Après un début compliqué, la pression semble désormais peser sur le Marocain, accroché lors de la première sortie. À la veille de ces matchs décisifs face au pays hôte, le sélectionneur de la RDC, Hervé Hapi, affiche une grande sérénité. Un état d'esprit de revanche et vraiment de se mettre dans les meilleures dispositions pour aborder ce match et se dire que ce match, nous, on veut à tout prix le gagner. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit. Il peut pas être autrement, hein, puisque l'idée c'est de sortir de la poule et pour ça il faut gagner demain. Toute conscience qu'on a loupé notre première mi-temps. On a essayé de faire une meilleure deuxième mi-temps. On a montré notre visage. On s'est créé plus d'occasions en deuxième mi-temps en montrant plus de détermination. Maintenant, on a aussi analysé nos erreurs et à nous de corriger ces erreurs face au Sénégal et de faire mieux face au Maroc. La RDC joue gros. En cas de nouvelle contre-performance, les Léopards dames pourraient déjà dire adieu à la compétition. Ces chocs s'annoncent donc électriques entre un Maroc attendu au tournant par son public et une RDC qui n'a plus le droit à l'erreur. RDC Maroc, 9 juillet à 20h. Et c'est donc avec cette information sportive que nous allons nous envoler en dehors de frontières de la République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, l'agro-industrie est identifiée comme un moteur clé de création d'emplois et de croissance économique, particulièrement dans le Gauteng. Les acteurs du secteur considèrent le soutien gouvernemental incluant un fonds annuel de 20 millions
de 20 milliards de rand, environ 1,2 milliard de dollars, comme crucial pour maximiser ses potentiels. De recherche indique qu'une légère augmentation de la production agroalimentaire peut significativement accroître l'emploi manufacturier. De plus, un fonds initial de 100 millions de rand, comprenant 30% de subventions, a été mis en place pour appuyer les entreprises comblant de lacunes de la chaîne de valeur. Suivez. En Afrique du Sud, l'agro-industrie joue un rôle majeur dans la création d'emplois et la croissance économique, notamment dans la province de Gauteng. Les acteurs du secteur estiment qu'un soutien gouvernemental est crucial pour exploiter pleinement ses potentiels. Selon les responsables de l'agriculture et du développement rural au Gauteng, des études indiquent qu'une hausse de seulement 2% de la production agroalimentaire pourrait générer une augmentation de 10% de l'emploi manufacturier. Elle est exprimée lors de la convention et l'Expo 2025 sur l'agrotransformation se sont tenues à Midrand le 5 juillet. Un fonds initial de 100 millions de rands sud-africains a été également annoncé par le Fonds national d'autonomisation pour soutenir les entreprises de l'agro-industrie avec 30% du fonds sous forme de subventions ciblant les chaînes marquantes du secteur. Alors que le processus de transformation de produits agricoles bruts est sous les projecteurs des autorités de Gauteng, mettent l'accent sur la transformation de produits agricoles estimés pour stimuler l'économie. Cependant, les petits transformateurs font face à des défis majeurs, notamment les coûts élevés de conformité aux normes de sécurité alimentaire et les difficultés d'accès au marché. Et puis, après 4 ans de suspension en raison de nombreuses inquiétudes sécuritaires, l'exploitation du projet Mozambique LNG pourrait reprendre d'ici fin 2025. Situé dans la zone 1 du bassin de Rovuma, le projet Mozambique LNG devrait monétiser jusqu'à 65 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel récupérable avec une capacité initiale de 13 millions de tonnes par an, extensible à 43 tonnes par an au fil du temps. Rachel Misenga. L'exploitation du projet Mozambique LNG d'une valeur de 20 milliards de dollars est située dans la province du Cabo Delgado au nord du Mozambique devrait être relancée avant fin 2025. Suspendu en 2021 en raison de l'insécurité due à une insurrection djihadiste, ce projet reprendra ses travaux dès cette année grâce au retour à la stabilité politique et à l'obtention de financements importants. Situé dans la zone 1 du bassin offshore du Rovuma, les projets Mozambique LNG a pour objectif de valoriser jusqu'à 65 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Sa production initiale est prévue à 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an avec une capacité d'extension pouvant atteindre 43 millions de tonnes. Le projet Mozambique LNG est financé par une dette senior de 14,9 milliards de dollars, la plus importante jamais levée en Afrique, complétée par un prêt de 4,7 milliards de dollars. Une fois opérationnelle, cette infrastructure devrait positionner le Mozambique comme le deuxième producteur mondial de gaz naturel liquéfié. Mesdames, Messieurs, faisons place à présent à la lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa à ce 9e jour du 7e mois de l'année avec la sélection et les commentaires de Don Momat. De l'éthique publique à la querelle partisane, de la géopolitique à la foi, pour aujourd'hui, chaque journal trace sa ligne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La Cour de compte revient à la charge, affirme Géopolis Hebdo, et ne laisse place à aucune ambiguïté. Rwashi Mining et Kinsenda Copper Company ont pendant 5 ans minorer le montant dû au titre de la redevance destinée aux communautés impactées. La rigueur comptable se confronte ici à des pratiques d'évitement fiscal que l'institution entend désormais corriger à tout prix. Le nouvel observateur, quant à lui, campe un tableau plus géopolitique, évoquant un Paul Kagame désorienté après la signature de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda.
La comparaison avec Mobutu et Savimbi n'est pas fortuite. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Le journal prévient, l'histoire africaine n'est peu indulgente avec ceux qui s'illusionnent sur la fidélité des puissances extérieures. Sur un autre front international, à Washington, Info 27 couvre l'intervention du ministre de la Justice congolais à une conférence à Washington sur la CPI. Dans une posture morale et juridique sans détour, il déclare « Il ne peut plus y avoir d'impunité pour les crimes d'agression ». Une déclaration qui, mise en regard des accusations portées par le nouvel observateur à l'encontre du Rwanda, prend une dimension stratégique entre justice internationale et tensions régionales. Les lignes se croisent. En politique intérieure, Econews expose une UDPS fracturée, tiraillée entre ambitions personnelles. Le cœur de la dernière crise, une réunion stratégique convoquée sans la présence du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, qui affirme ne pas avoir été appelé sciemment. Selon lui, il s'agirait d'une manœuvre orchestrée par certains cadres, notamment le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, accusé d'avoir préféré inviter Tshilumbai, deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, et également membre de l'UDPS, sans en informer la hiérarchie du parti. Mais dans Africa News, le camp Chabani rejette cette lecture. D'après eux, la réunion avait pour but de désamorcer une crise institutionnelle dans les Kasaï centrales. Elle était donc réservée, disent-ils, aux députés provinciaux et aux élus nationaux de cette région, ce qui expliquerait la présence de Tshilumbai et l'absence de Kabouya. Deux récits pour une même scène, deux logiques irréconciliables. Dans un registre à part, la prospérité rend hommage aux bienheureux. Floribert Bwanachui, dont le martyr devient symbole de probité dans un pays miné par la corruption. La consoeur cite Monseigneur Mouteba. Il a été assassiné pour avoir refusé de céder à la corruption. À travers une célébration religieuse organisée en sa mémoire le 8 juillet à Goma, c'est toute une leçon d'intégrité qui est rappelée à une nation souvent prise dans des jeux de pouvoir et d'influence, commente le tabloïd. Ici, la foi rejoint l'exemplarité, offrant un contraste apaisant avec les tensions politiques et les affrontements institutionnels décrits ailleurs. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. C'est donc la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, rapidement, le rappel de trois principaux titres. Dossier Constant Moutamba, la Cour de cassation a renvoyé au 23 juillet le procès introductif dans l'affaire opposant l'ancien ministre de la Justice au ministère public. Vous avez eu plus de détails dans ce journal. Et puis le ministère de la Santé tire à nouveau la sonnette d'alarme. Le choléra gagne du terrain en République démocratique du Congo. Plus de 33 500 cas ont été recensés depuis janvier dans 14 provinces, dont une trentaine à Kinshasa. Vous avez également eu des détails dans ce journal. L'international, après 4 ans de suspension en raison de nombreuses inquiétudes sécuritaires, l'exploitation du projet Mozambique LNG pourrait reprendre d'ici fin 2025. C'est donc la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre grande édition de votre journal. N'oubliez pas, ce que tu ne sais pas faire, laisse-les à une autre personne de le faire. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.